imagerie neurovasculaire de l'hôpital Pellegrin, donc au CHU de Bordeaux. J'ai gentiment été invitée par Émilie pour vous parler de l'embolisation des reins dans le cadre de la polykystose. C'est une prise en charge dont on n'a pas, sauf si j'ai loupé un petit truc, mais je crois qu'on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Déjà, le rationnel pour cette intervention, donc je ne reviens pas sur globalement tous les symptômes, parce que j'ai vu qu'il y a eu plusieurs présentations dessus qui sont générées en fait par le volume des reins polykystiques. Mais on va s'intéresser à notamment deux problèmes principaux qui vont pouvoir être pris en charge par embolisation, qui sont les symptômes douloureux dus au volume des reins polykystiques, donc voilà, douleur, pesanteur, etc. Et les problèmes en pré-greffe dus à une volonté d'avoir de la place pour mettre un greffon, et donc diminuer le volume rénal pour créer de la place. Donc, l'option la plus fréquemment choisie dans globalement tous les centres, c'est la néphrectomie. Et même dans la plupart des centres, l'embolisation n'est même pas proposée. Donc, pour ces symptômes et ces créations de place, on a d'autres possibilités que la néphrectomie. Donc, on a vu tout à l'heure la ponction sclérose de kyste. Donc, ça, c'est si on va avoir un volumineux kyste qui va faire 15-20 cm, on va pouvoir le ponctionner et créer de la place et le scléroser, voire plusieurs fois pour créer de la place à ce moment-là. Mais si on a un rein globalement de gros volume homogène avec de nombreux kystes, on va rien pouvoir faire en percutané, et on peut, dans ce cas-là, proposer une embolisation. Alors, déjà, c'est quoi une embolisation? Je suis revenue un petit peu sur la technique, parce que je ne sais pas si vous connaissez forcément. Donc, c'est une intervention mini-invasive qui se fait en radiologie interventionnelle. Il n'y a pas d'ouverture, ce n'est pas de la chirurgie. On va aller faire un point de ponction, donc, la plupart du temps au niveau de l'artère fémorale, mais de plus en plus, on développe des techniques au niveau de l'artère radiale qui permet aux patients de ne pas rester allongés. On va aller dans la aorte, puis dans l'artère ou les artères rénales, à l'aide d'un cathéter et puis après d'un microcathéter pour aller dans les artères les plus distales du rein. Donc là, vous voyez, c'est un exemple, c'était un rein gauche avec 3 artères. Et donc ça, c'est une artère polaire inférieure. Donc vous voyez, en fait, le rein, il est beaucoup plus volumineux que ça. Ça, c'est le pôle inférieur, et puis ça monte après. Donc on a mis une sonde dans une des artères rénales, puis un microcathéter pour aller en distalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est une intervention en fait assez rapide et assez facile, puisque ça va prendre à peu près, ça dépend le nombre d'artères. Là, 3 artères, c'était un peu plus compliqué, mais en général, une artère. Et donc, on va dedans, on va en distalité. Les artères des reins polykystiques, ils sont assez facilement accessibles, puisque c'est un gros rein. Et du coup, on va aller injecter du produit embolisant. Donc ça, c'est en fonction des centres. Globalement, nous, on met de la colle, mais le but, c'est d'aller emboliser en distalité et aussi le tronc en tant que ça. Il faut emboliser en distalité parce que le but, c'est d'ischémier le maximum le parenchyme pour que ça réduise. Vous voyez, je vous ai mis des exemples. On a plusieurs groupes d'agents embolisants, donc de la colle, c'est comme de la glu, de la super glue que vous avez à la maison. Et puis c'est le même principe, c'est liquide, c'est transparent et ça ressemble beaucoup. Et après, on a d'autres choses comme des microbilles. Ça, c'est des agents embolisants distaux pour aller ischémier. On peut mettre de l'alcool. On évite, ça marche moins bien en fait. Et après, on va mettre un agent embolisant proximal. Donc si on met de la colle, on peut le monter jusqu'au tronc, coller tout le tronc. Et sinon, on peut aller mettre des petites spires métalliques qu'on appelle des colles. À la fin, ça donne ça. Voilà. Celui-là, je l'ai fait la semaine dernière. Et du coup, ça, c'est toutes les branches de l'artère rénale qui sont collées. Je ne vous ai pas mis la vidéo. Ça, c'est la vidéo de la colle. Vous voyez, quand on met la colle, vous allez voir, ça part comme des petites, un petit peu comme des petites billes. Et en fait, voilà, ça remplit progressivement les petites artères tout en distalité. Et puis, au fur et à mesure, on recule pour emboliser tout le rein. Et à la fin, donc, hop, ça donne ça.
Donc ça, c'était notre rein polykystique au scanner. Et ça, c'est après l'embolisation des trois artères. Donc, comme je vous disais, le but, donc là, c'est l'injection de produits de contraste. Vous voyez, on voit bien l'artère rénale avec toutes ses branches. Et le but, ça va être d'aller emboliser en distalité toutes les branches rénales, qu'on ne les voit plus à l'artériau, et puis de mettre eh bien, soit de la colle jusqu'au tronc, soit un coil pour occlure le tronc. Voilà. Donc, c'est quoi les suites de cette intervention? Parce qu'au final, cette intervention, comme je vous ai dit, elle est rapide. Alors, ça se fait quand même sous sédation parce que le geste peut être désagréable à partir du moment où on ischémie le rein. C'est quand même désagréable au bout de... Allez, ça va prendre... Alors, la colle, ça peut être douloureux. Au bout de 5-10 minutes, il va pas se sentir bien. Donc, on va le faire sous sédation quand même, pas sous anesthésie locale. S'il y a une contre-indication et qu'ils ne peuvent pas avoir du tout d'anesthésie, qu'il y a une contre-indication à la chirurgie, à l'anesthésie générale, etc., on va se débrouiller quand même pour le faire sous anesthésie locale, mais ça ne va pas être très agréable pour le patient pendant le geste. Après, il y a une prise en charge antalgique qui est indispensable. C'est pour ça que les patients sont hospitalisés, parce que vous verrez, si vous lisez des trucs sur l'embolisation, que globalement, ce qui est pas apprécié, c'est le syndrome post-embolisation, qui est considéré comme une complication et qui n'en est pas une. En fait, c'est une conséquence de l'embolisation qu'il faut prendre en charge. Si on la prend bien en charge avec un protocole antalgique, que voilà, le service de néphrologie connaît bien le protocole, que eh ben, il n'y a pas de souci en fait. Et le syndrome post-embolisation, on le connaît pour toutes les embolisations. En gynécologie, ils ont un protocole parce qu'on fait des embolisations utérines pour les fibromes et en fait, le syndrome post-embolisation, elle est bon pendant 4 à 6 semaines. Donc, c'est pas un problème. C'est juste qu'il ne faut pas faire l'intervention sans avoir un protocole antalgique. Donc, on a un protocole antalgique depuis 2009 avec le service de néphrologie à Bordeaux qui est qui est celui-ci, entre J0 et J2. Donc, on met voilà, des corticoïdes, des antalgiques de palier 1, palier 2, une antibiothérapie. Et puis ensuite, il y a des corticoïdes en décroissance pendant 15 jours. C'est indispensable parce que le rein, il faut le temps qu'il s'ischémie et qu'il ne fasse plus mal, en fait. Et ensuite, le suivi à l'imagerie, ben, c'est un scanner à 3 à 6 mois pour évaluer en fait la réduction du volume. Donc voilà, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc là, c'est du coup un rein gauche qui a été embolisé. Donc vous voyez le scanner initial. Je ne vous ai même pas mis les mesures parce que globalement, bah, on voit la réduction. Hein. Scanner initial, scanner à M3, scanner à 2 ans. La même chose, un autre rein donc qu'on a fait début, vous ne voyez pas, mais c'est, je ne sais plus, novembre ou décembre 2022. Oui, ça c'est à 3 mois. Donc, vous voyez, scanner initial, artériographie, embolisation. Donc ça, c'est la colle vraiment dans les artères rénales en distalité et là, dans le tronc de l'artère rénale. Et puis, peut-être que je monte là pour ceux qui sont pas là. Donc voilà, l'artériographie. Ici, la colle dans les branches, vous voyez que ça remplit vraiment bien. Le but, c'est d'essayer de remplir au maximum les branches distales de l'artère et le tronc. Et puis ici, le scanner à 3 mois, vous voyez la réduction du rein droit en
jamais ça ne fonctionne pas, il faut la néphrectomie. Par contre, pour les douleurs, c'est déjà arrivé qu'on embolise, que ça ne suffit pas ou que ça reste un peu et puis qu'on y retourne. Mais si on y retourne, c'est souvent qu'il y a eu un échec technique. C'est qu'il manquait une artère ou que ça s'est reperméabilisé pour une raison ou pour une autre. Et on va dire que récemment, ça arrive beaucoup moins parce qu'on a amélioré la technique, ça ne se reperméabilise pas avec l'alcool. En fait. Avant, on mettait de l'alcool, des cols, et là, ça pouvait se reperméabiliser avec l'alcool quand tout est séché comme ça. Non. C'est bon? Ah, parfait. Donc à Bordeaux, notre expérience là actuellement, elle est de 165 patients qu'on a fait entre 2009 et du coup maintenant, 2023. Pas pris les derniers, mais voilà. On a un succès de l'embolisation dans 91% des cas, avec une réduction du volume de 30 à 50% en 3 à 6 mois. C'est pour ça que je vous disais que le 52% de tout à l'heure, il est très joli, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Mais c'est rare quand même. On est plutôt aux alentours, oui, de 40% et il faut attendre 3 à 6 mois. Là, c'est une étude qu'on avait réalisée en 2015. Donc, vous voyez, il y avait 77 patients entre 2008 et 2013. Et voilà, il y a eu 2 sessions d'embolisation pour 6 patients. Donc, il y avait une diminution de 40% du volume à 3 mois et de 59% sur le contrôle à distance. Donc, il n'y a pas de date sur le contrôle à distance. C'est juste le dernier scanner qu'ils avaient eu, donc qui peut être à 2 ans, à 3 ans, etc. Ça continue à réduire, en fait. Et il y avait un... Ça marche ? Il y a un taux de complication, alors là il est noté à 5%, globalement le taux de complication est faible en fait. C'est une embolisation comme toute embolisation, alors vous pouvez avoir des faux anévrismes sur le point de ponction ou des infections de kystes comme on disait dans le cadre de l'ischémie, et puis il y a eu un cas d'embolie pulmonaire, mais bon, pas dû à l'embolisation en lui-même, dû à l'hospitalisation, etc. Et donc, le principal problème, c'est le syndrome post-embolisation. Donc là, il était de 18% dans la série. Je pense qu'il est clairement sous-estimé parce que dans la plupart des études, moi, je dirais que le syndrome post-embolisation, il est quasi constant, en fait. Donc, il faut juste le prendre en charge. Donc, vous voyez la réduction du volume ici. Donc, c'est ce qu'on disait. Quelles sont les limites de cette technique? Parce qu'il il y a donc l'échec technique, comme on l'a dit, dans 10% des cas, avec la reperméabilisation de l'artère ou une artère polaire qui ne peut pas être embolisée, qui ne peut pas être cathétérisée, parce qu'il y a les artères sont quand même, vous l'avez vu tout à l'heure, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais par rapport à des artères rénales normales, elles sont quand même un peu dysphasiques, un peu fines et rectilignes. Et du coup, c'est assez difficile quand même à cathétériser. Donc, on y arrive de mieux en mieux, mais c'est tout à fait possible de ne pas réussir à en emboliser une. Dans ce cas-là, on est quasi sûr que ça sera quand même un échec, sauf si c'est une artère polaire du pôle supérieur et que ça réduit bien le rein. Mais il faut vraiment réussir à enlever toutes les artères. Parce qu'il y a en plus des communications qui se font dans ces reins polykystiques, ils n'ont pas une vascularisation comme les reins normaux. L'autre problème de cette technique, c'est qu'il faut attendre 3 à 6 mois. Et parfois, ça peut poser problème quand on est dans un critère d'urgence. Donc, il ne faut pas être dans l'urgence d'avoir besoin d'avoir une transplantation. Il faut avoir le temps et se dire que on se laisse le temps que le rein réduise de taille. Et puis, un troisième souci, mais qui est le même que celui de la néphrectomie, c'est la bascule du rein contralatéral. Alors, je vous ai mis un exemple sur les images de droite ici. Donc ça, c'est avant, vous voyez. Là, après embolisation, on a une réduction du rein droit. Et donc, en fait, le rein gauche bascule et vient prendre de la place. Et parfois, du coup, c'est plus bon. Alors, dans le cadre de douleur, ça peut créer d'autres douleurs. Dans le cadre de création de place, et ça peut prendre la place. Voilà. Là, je vous ai remis un tableau de la littérature. Alors, c'est un tableau exhaustif. Donc, c'est tout ce qui existe sur l'embolisation des reins polykystiques. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Parmi les gens qui ont publié, donc, il y a notre article de 2015. Et puis après, il y a des études japonaises et Strasbourg. Mais on n'a pas, il y a vraiment très peu d'études sur le sujet et donc ça représente en fait la pratique actuelle, c'est-à-dire très peu de centres qui le font, malgré pourtant une très bonne efficacité.
Et donc, vous voyez, les indications, c'est les mêmes que nous, hein, pré-greffe ou douleur. Alors après, voilà, il y a une hétérogénéité des techniques. Les Japonais ont embolisé les 2 reins de manière systématique. Alors, il y avait un peu plus de complications, un peu plus de syndrome post-embolisation. Voilà, mais globalement, on reste dans quelque chose de raisonnable. Et donc, quelles sont les perspectives? On a du coup, sur ce sujet, on a lancé une étude multicentrique rétrospective. J'ai fait appel à tous les CHU pour voir qui faisait cette technique. Et puis, j'ai une réponse de 10 CHU donc, qui veulent bien participer pour qu'on refasse un recueil global de ce qui s'est fait et ce qui se fait actuellement pour qu'on puisse voilà, évaluer vraiment l'efficacité de la technique et puis évaluer les facteurs associés au succès de l'embolisation, des facteurs d'imagerie, etc. Qu'on puisse après peut-être envisager une étude prospective sur le sujet et puis pour que vous puissiez le proposer en RCP. Voilà. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une intervention mini-invasive, que ça marche, qu'il y a peu de complications, qu'il ne faut pas qu'il y ait de critères d'urgence et qu'il faut surtout penser à le proposer à la place de la néphrectomie quand la néphrectomie n'est pas possible avec des abdomens hostiles ou une contre-indication à l'anesthésie. Et il y a une étude aussi qui est sortie, alors bon, à revoir, mais pour la dialyse péritonéale, a priori, ça serait une bonne indication. Pour l'instant, voilà, il y a peu d'études en cours, mais on y travaille. Merci. Super, merci beaucoup pour ces données, c'était très intéressant. Et c'est intéressant aussi la notion du syndrome post-embolisation, qui est souvent notée comme vraiment une limitation majeure. Les douleurs post-néphrectomie, elles ne sont pas tout à fait anodines non plus. Et je pense que c'est une option que, en tout cas, on devrait certainement considérer davantage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Je voulais juste savoir combien il vous restait finalement d'indications à la néphrectomie, parce que je me dis que j'avais cette RCP. Est-ce qu'il y a des cas que vous récusez d'emblée pour l'embolisation parce que les reins sont trop gros ou parce que ça paraît compliqué, ou est-ce que vous tentez le coup quoi qu'il arrive? Parce que j'ai vu un de vos cas là, qui est très impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a le rein qui descend carrément dans le petit bassin. Et donc, je pensais que même, compte tenu du potentiel de réduction, sur ce type de cas, on se dit, de toute façon, même si ça se réduit de 30%, ça ne sera pas suffisant. On n'a pas de limite en termes de taille. On tente l'embolisation. Les chirurgiens, de toute façon, s'ils veulent, ils enlèvent le rein après l'embolisation, ça ne les gêne pas. Alors, non, c'est pas ça que je veux dire, mais en faisant la bibliographie, j'ai trouvé des données un petit peu divergentes en fait en fonction des articles. Certains disent que ça complique la chirurgie, l'embolisation, que ça colle, etc. Et d'autres disent que non, ça facilite la chirurgie puisqu'il n'y a plus de saignement. J'ai demandé à mes urologues qui m'ont dit que eux, ils ne voyaient pas de problème à enlever le rein après embolisation, et c'est ce qu'ils font si jamais ça ne fonctionne pas. Donc on n'a pas de contre-indication de ce point de vue-là, de volume. On ne va pas le faire pour s'il y a des infections de kyste, ça c'est sûr. On l'a déjà fait pour d'autres indications type hématurie, ça on le fait, ou kyste hémorragique. Voilà, mais on n'a pas de contre-indication formelle. Est-ce qu'il y a c'est bon la bascule, là, le rein contralatéral, est-ce que des fois vous embolisez le rein contralatéral parce qu'il y a une néphrectomie en fait? Alors, on l'a pas fait là, ça serait à discuter en RCP. On a déjà embolisé 2 reins. On ne le fait jamais en même temps, contrairement à l'équipe japonaise qui le faisait systématiquement en même temps. On ne le fait pas en même temps, on le fait à 3 à 6 mois d'écart, notamment dans le cadre de douleur. On l'a déjà fait, j'ai déjà embolisé le rein droit, puis le rein gauche à 6 mois d'écart. C'est pas problématique.
Bon. Mais après, là, quand il bascule vraiment, ben voilà, on disait ça réduit de 30 à 50%. Si vraiment on a une bascule dans le petit bassin, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est à discuter au cas par cas en RCP. De toute façon, on discute tous les cas en RCP. Si. Je ne sais pas s'il y a un neurologue dans la salle, et j'aurais aimé savoir si on avait des données sur le pourcentage de patients qui vont être greffés et dont on a besoin de créer de la place par rapport au rein polycystique. Parce que quelle est finalement la population des patients, donc c'est déjà une population très réduite, il ne s'agit que des patients déjà dialysés, hein, qui sont, même si ce n'est que pour soulager des douleurs ou des complications hémorragique, il faut que le patient soit dialysé. Soit dialysé, soit déjà greffé. Voilà, exactement, puisque le reste de duresse que pourrait produire le rein est condamné pour l'embolisation. Donc finalement, dans les RCP d'urologie après transplantation, est-ce qu'on sait combien de ces patients requièrent une réduction de volume pour faire de la place? Est-ce que donc c'est quelque chose d'exceptionnel et finalement c'est ce qui explique le peu de développement de la technique, ou finalement c'est quelque chose de très fréquent et auquel cas effectivement il faut aller vers cette technique, voilà, au moins dans un premier temps face à la chirurgie. Peut-être que c'est une réponse, plus. C'est hyper variable en fait. C'est très centre-dépendant, c'est très chirurgien-dépendant. On a participé à un groupe de discussion européen sur la place de la néphrectomie en pré-greffe. Et maintenant, grâce à la participation de Teva, ça s'appelle place de la néphrectomie et des autres stratégies de gestion du volume. Je ne sais plus comment dire en anglais, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et en fait, on a d'ailleurs aussi une étude en cours avec, qui va viser à voir aussi la néphrectomie selon les centres, les complications des néphrectomies, les résultats, etc. Et je dirais que ce qu'on avait regardé dans le GenKist, ça va de 20% à 40% selon les centres. Et quand on discute à l'international, ça va. Alors, il y a des Américains qui disent il y a toujours la place pour mettre un rein. Il n'y a jamais besoin d'une néphrectomie pour place. C'est toujours possible. Bon. C'est peut-être un petit peu extrême. C'est aussi pas les mêmes conditions de transplantation chez nous. Ce sont des greffes à donneur vivant, rouvrables, avec toujours le même chirurgien très expert, très voilà. Et puis dans les centres où c'est aussi des chirurgiens moins expérimentés qui greffent pas rouvrables. Il faut quand même que les conditions opératoires soient bonnes. Et je pense que ça influence aussi le. Mais du coup, ça va de 10 à 40% quoi, selon les centres. C'est à peu près ça, non? Donc, je pense que c'est hyper important qu'on ait des stratégies alternatives à la néphrectomie, parce que ce n'est pas tout à fait anodin, c'est quand même 3% de complications sévères. Et puis bon, c'est une complication qu'on connaît bien dans les faux, de la nécessité de transfusion, de l'immunisation, etc. Je peux parler pour illustrer mon cas personnel. En 2013, on peut m'inscrire sur la liste de bref à l'agence de l'UBT. Et donc, on me conseille tout de suite là où je fais la néphrectomie. Donc, je regarde demander néphrectomie. À la palpation 2013, néphrectomie. Bon, je décide que je n'ai pas de consister à Paris, à Nantes, voilà. Alors, les deux néphrologues que je vois à ce moment-là, bon, l'un me parle d'embolisation à Bordeaux, c'est que je fais, et l'autre dit, moi, pas de néphrectomie, néphrologue, hein, pas de néphrectomie à la palpation, ça passera. Nantes, discours identique. On ne fait pas une néphrectomie, voilà. Et finalement, 5 ans et demi, je suis greffée enfin, j'ai une néphrectomie en 2018
Et on m'enlève à la fin, je fais 3,5. Alors, il m'en reste un et il me gêne beaucoup. Je l'ai fait, mais donc l'évolution en fait des pistes, c'est aussi à prendre en compte. Voilà. Vous n'avez pas eu l'organisation? Non. Non, non, vrai qu'on il y avait la palpation et l'imagerie qui avait été. alors, avec les stades, non, ils avaient la palpation. Ah oui. Voilà, avec le consultant, il ne fait pas tout le dossier, c'était un avis rapide, non, mais quand même. Alors, par contre, Le temps Comme on disait, ça dépend du chirurgien. et c'est la même indication. voilà, mais j'étais en 2013, donc il faut le dire. et la position la vie et le ressenti du patient dans cette prise de décision, ça peut être absolument une décision partagée quand même. Ça, c'est d'avoir vrai. eu l'année fréquente. Finalement. Parce qu'il y avait de la place, quoi, mais pour le D'anciens travaux avaient montré que dans la polykystose, la vasculature rénale, vous l'avez dit, est très modifiée, un effet axiforme, etc. Je me demandais, comme vous utilisez différents agents embolisants, j'imagine que le syndrome post-embolisation est très différent en fonction de la nature des billes ou de la colle ou du clip qu'on utilise. Oui et non. Parce qu'on essaye au maximum de faire une ischémie globale. Donc, globalement, au final, que ce soit. C'était différent avec l'alcool. Maintenant, on met plus la colle ou des billes en distalité, et ça va créer quand même une ischémie assez équivalente. Les billes vont très en distalité, donc on peut faire vraiment une vraie ischémie. La colle a une réaction inflammatoire qui va aussi être très douloureuse. Les billes ne vont pas faire mal en aigu. Si le patient est exposé à l'anesthésie locale pour une raison ou une autre, on va plutôt choisir d'éviter. C'est beaucoup moins douloureux la colle quand ils le ressentent. Même si ce n'est pas la jambe le plus douloureux, la colle, ils le ressentent